Enregistrement numéro 2, ouvrage Maîtrise ta vie d'Alexandre Agéo. Chapitre Il n'est pas si facile d'être heureux. Avez-vous remarqué comme il est facile d'être triste ou malheureux? Cela vient de ce que, pour être triste ou malheureux, aucun mode d'emploi n'est nécessaire. Le pessimisme et la tristesse sont la plupart du temps des réactions naturelles et spontanées face aux épreuves que nous traversons. Je précise la plupart du temps car parfois certaines personnes sont particulièrement douées pour se fabriquer tout à fait artificiellement tristesse et malheur, en dépit du bonheur qui les entoure. Certains sont si doués qu'ils arrivent à transformer en un tour de main à la fois horrible et magistral un événement heureux en événement malheureux. Il faut bien admettre qu'il faut une certaine habileté mentale pour réussir un tel tour de force. Mais nous y reviendrons plus tard. Je disais donc que quand la vie s'acharne à nous montrer plus volontiers son côté triste et sombre plutôt que son côté lumineux, merveilleux et heureux, nous sommes spontanément tristes. Aussi, quand on se trouve dans la tourmente, avoir et garder une tournure d'esprit positive peut représenter une véritable gageure. Pour y arriver, des effets conscients et répétés sont nécessaires. Or, faire des efforts n'est que rarement plaisant et n'est jamais chose facile. Pourquoi ? Parce que faire des efforts est antinaturel. En effet, lorsqu'une chose n'est pas naturelle pour une personne, elle lui demandera des efforts. Nous disons d'ailleurs qu'une tâche est difficile, facile ou naturelle en fonction du degré d'effort nécessaire pour réaliser cette tâche. Plus il nous faudra fournir d'efforts, plus la chose nous semblera difficile. Par opposition, nous disons généralement qu'une chose est facile ou naturelle lorsque nous n'avons que peu ou pas d'efforts à faire pour la réaliser. La notion d'effort est, dans ce cas, très relative, et ceci pour deux raisons. D'abord, la quantité d'efforts que nous consentons à fournir est extrêmement variable d'un domaine à l'autre. De plus, en fonction du domaine dans lequel nous fournissons ces efforts, ceux-ci seront perçus très différemment par notre cerveau. Pour être disposé à fournir des efforts en quantité importante, il existe des règles, et celles-ci s'appliquent peu importe le domaine. Ainsi, nous ne consentirons à réaliser une chose qui nous semble très difficile que si cette chose remplit au moins l'une des 4 conditions suivantes. D'abord, elle doit avoir un sens précis à nos yeux, par opposition aux yeux de ceux que nous aimons, par exemple notre mère, notre père, notre conjoint, etc., aux yeux d'un tiers. En effet, si nous ne savons pas précisément pourquoi nous faisons une chose difficile, nous aurons énormément de difficultés à fournir des efforts, et ceci tout particulièrement si nos efforts doivent se prolonger dans le temps. Si cette chose revêt un sens précieux aux yeux d'un tiers ou d'un proche, mais pas à nos propres yeux, alors notre capacité à fournir des efforts sera sérieusement compromise. Deuxièmement, cette chose doit être importante pour nous. Une tâche ou une activité peut nous paraître très difficile à accomplir. Mais si elle est importante à nos yeux, alors nous consentirons à faire des efforts pour la réaliser. Nous avons besoin d'être d'accord avec cette chose en troisième lieu. Nombreux sont ceux qui seront disposés à se battre pour une idée dans laquelle ils croient, mais combien accepteront de se battre pour une chose en laquelle ils ne croient pas ou qu'ils n'acceptent pas? Enfin, quatrième condition, nous avons besoin d'aimer cette chose. L'amour est la meilleure et le plus fort, le meilleur et le plus fort de tous les moteurs. Certains pourront aller jusqu'à mourir par amour, c'est bien connu. Ainsi, au moins l'une de ces 4 conditions est nécessaire pour fournir des efforts conséquents
Et c'est particulièrement vrai si ces efforts doivent se poursuivre sur un très long terme. Cependant, si la chose nous paraît particulièrement difficile, il est alors fortement souhaitable que la chose en question réunisse au moins 2 voire 3, si ce n'est les 4 conditions précitées. En effet, plus nous réunissons de conditions, plus nous serons fermement résolus à fournir des efforts importants, et moins ceux-ci nous sembleront pénibles ou difficiles. Par exemple, si vous aimez une chose et qu'en plus cette chose est importante pour vous, vous ferez plus d'efforts que si vous aimez cette chose, mais qu'elle n'a que peu, voire pas d'importance pour vous. Illustrons. Imaginons que vous aimiez beaucoup les gâteaux. Vous en mangez très régulièrement, sans aucune difficulté ou conséquence néfaste pour vous. Un jour, vous remarquez que la plupart de vos vêtements sont devenus trop petits, parce que vous avez pris du poids. Vous décidez donc de faire des efforts pour réduire votre consommation de gâteaux. Comme vous aimez les gâteaux, réduire leur consommation vous demandera forcément des efforts et certains y arriveront plus facilement que d'autres. Mais vous êtes également attaché à votre tour de taille, à votre apparence physique et à votre garde-robe. Vous êtes donc décidé à faire des efforts pour perdre votre excédent de poids. Votre attachement au gâteau sera donc régulièrement mis en concurrence avec votre attachement à votre apparence et à l'harmonie de votre silhouette. Vos efforts subiront les conséquences de ce double attachement. D'un côté pour les gâteaux et de l'autre pour le tour de taille. Vos efforts oscilleront tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, souvent au gré de vos humeurs. À chaque fois que vous voudrez sortir et que vous ne pourrez pas porter ce que vous voulez, en raison de votre tour de taille, votre cœur penchera de ce côté. Mais lorsque vous rentrerez stressé ou déprimé après une dure journée, gageons que votre cœur penchera du côté d'un bon gâteau. Vous passerez donc régulièrement par des hauts et des bas en tentant désespérément de trouver votre équilibre entre votre attachement à votre tour de taille et votre attachement aux pâtisseries. Cela me rappelle une cliente qui avait décidé de passer de la taille 42 à la taille 38 en 6 mois, juste pour pouvoir assister à un mariage. Elle savait qu'elle y retrouverait plusieurs amis d'enfance qu'elle n'avait pas vus depuis très longtemps et elle était déterminée à paraître à son avantage. Elle a donc fourni des efforts colossaux jusqu'au jour du mariage et elle a effectivement pu enfiler sa magnifique robe taille 38. Cependant, une fois l'objectif atteint, dès le soir du mariage, pour reprendre ses propres termes, elle a mangé pour 10. Et ceci jusqu'à finalement retrouver son poids initial d'abord, puis pour finir plus tard par le dépasser. Maintenant, imaginez cette même cliente dans un cas de figure un peu différent. Imaginez qu'au lieu de réduire sa consommation de gâteaux pour simplement perdre un peu de poids, son docteur lui demande de réduire sa consommation de gâteaux parce qu'elle est devenue diabétique. En plus, elle souhaite toujours effectivement perdre du poids et réduire son tour de taille. Sera-t-elle selon vous plus disposée à faire des efforts sur le long terme que dans le précédent cas? Il y a de fortes chances que la réponse soit oui. Dans les deux cas, il s'agit pour elle d'arrêter les gâteaux. Seulement dans le premier cas, préalablement cité, elle fournit des efforts pour une chose qu'elle aime, son apparence physique. Elle ne remplit donc qu'un seul des 4 critères dont nous avons parlé. Dans le deuxième cas, elle le fait parce qu'elle tient à son apparence physique et en plus parce que c'est important de contrôler son diabète. Elle remplit donc 2 des 4 critères. Elle aime les gâteaux, elle aime son tour de taille, mais en plus, contrôler son niveau de sucre est important. Sa motivation pour produire des efforts est donc amplifiée dans le deuxième cas. Il y a le critère d'importance. L'idée étant que plus elle remplira de conditions sur les 4, et plus elle sera motivée. Et plus elle sera motivée, plus elle poursuivra ses efforts. Nous pourrions continuer ainsi pour les 4 critères, mais je suis sûre que vous avez compris l'idée. Selon qu'elle est d'accord ou non, par exemple avec le diagnostic du médecin, parce qu'elle lui fait entièrement confiance, cela aura également un effet sur ses efforts pour perdre du poids, etc., etc. Cet empilement de critères
explique également la disposition de la cliente à fournir des efforts pour le mariage. Non seulement elle aurait aimé réduire son tour de taille, mais en plus il était important pour elle d'être à son avantage. Une fois le mariage passé, elle reste attachée à son tour de taille, mais elle perd le critère d'importance lié à la date, aux circonstances, à l'événement, à la robe, etc. Et ceci contribue à faire retomber sa motivation. Voyez-vous quelle utilisation vous pourriez faire de ces 4 leviers afin de vous aider à amplifier votre motivation et donc vos efforts dans divers aspects de votre vie? Les efforts que nous sommes disposés ou non disposés à faire dépendent donc de notre motivation. Notre motivation dépend quant à elle du point de vue sur lequel nous focalisons notre attention. Lorsque nous sommes résolus à faire des efforts dans un domaine, nous entamons systématiquement un dialogue intérieur. Ce dialogue intérieur est en effet une conversation avec nous-mêmes à propos de la chose à réaliser et des efforts que cette chose suppose, ou que cette tâche ou activité va réclamer. Le niveau de notre motivation dépendra du sujet qui occupera le plus de place dans ce dialogue interne. En réalité, 2 sujets sont envisageables. Soit le processus, c'est-à-dire la manière d'y arriver, soit le résultat. En d'autres termes, soit nous focalisons notre attention sur la manière d'atteindre le résultat visé, soit nous nous focalisons sur le résultat de nos efforts pour atteindre le résultat, c'est-à-dire l'objectif lui-même. Que nous choisissions l'un plutôt que l'autre fait toute la différence, car nous pouvons ainsi décupler ou anéantir notre motivation. Illustrons ceci par un exemple concret. Un de mes clients avait pris la décision de transformer son jardin en un lieu de réception pour un événement spécial, en l'occurrence un mariage. Il y pensait tous les jours, mais ne parvenait pas à s'y mettre. Les semaines passaient, puis les mois, sans qu'il ne fasse quoi que ce soit. Un jour, au cours d'une consultation, il a abordé ce sujet avec moi en me disant à quel point cette situation le stressait. Il me confia que le meilleur moyen de venir à bout de la situation serait sans aucun doute d'annuler la soirée et d'envisager un autre lieu, même s'il considérait que le jardin était l'endroit à rêver pour cette soirée. Je lui dis donc de me décrire ce qui, dans la situation, lui rendait la tâche si compliquée. Il commença par me décrire son jardin comme une véritable jungle, tant il avait laissé les lieux à l'abandon au fil des années. Puis il me fit la liste de tout ce qu'il lui faudrait faire pour venir à bout d'un tel ouvrage. Louer du matériel, aller le chercher, demander de l'aide à un ami ou deux, trouver une société qui le débarrasserait des troncs, des branches, des ronces et de tout ce qui ne devait pas rester dans le jardin. Bref, il lui fallait choisir des fleurs, les acheter, la liste n'en finissait pas. Acheter du nouveau mobilier, etc. Je pris donc la décision d'arrêter et je choisis de lui poser la question suivante. Mais puisque tout ceci vous semble si compliqué, ne vous serait-il pas possible de laisser le jardin dans cet état et d'envisager un autre lieu pour cet événement? La réponse fut immédiate, non. Je lui tendis une feuille de papier en lui demandant de me lister toutes les raisons qui faisaient que toute la liste et tous les efforts à fournir en valaient vraiment la peine. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement envisager un autre lieu ou annuler complètement cet événement? Il me rendit la feuille de papier en disant « Je ne peux pas annuler parce que cet événement c'est le mariage de ma fille. J'ai promis à ma mère, qui est maintenant décédée, à sa mère, du moins donc à son épouse, son ex-épouse, qui est maintenant décédée, que le mariage se ferait dans le jardin. Le jardin est dans cet état parce que c'est ma femme qui s'en occupait de son vivant. Je lui ai demandé « Quelles sont les raisons qui vous obligent à tenir parole ?» Il me répondit qu'il ne se sentait pas obligé car il était content de le faire pour sa fille. Il souligna aussi que, aussi loin que sa mémoire remonte, il avait toujours été question pour sa fille qu'elle se marie dans ce jardin.
Seulement, il ne savait pas pourquoi, il n'arrivait pas à s'y mettre. Et voilà où intervient la notion de processus et de résultat. Ou du moins, voilà où intervient la notion de processus par opposition à la notion de résultat. En se focalisant sur toutes les tâches à accomplir pour transformer cette fameuse jungle en jardin, on se focalise sur le processus. Cet homme pensait à cette soirée, à ce mariage, en termes de je dois transformer une jungle en jardin magnifique. Et ceci contribuait grandement à amoindrir sa motivation. En effet, lequel d'entre vous, qui, même en aimant beaucoup le jardinage, aurait envie de déboiser une jungle? De surcroît, seul et à la main. Par où commencer? Ceci freinerait l'élan et saperait la motivation de plus d'un. En outre, en se focalisant sur toute la liste des activités à réaliser, cet homme se focalisait sur le long processus de transformation du jardin, une tâche titanesque et déplaisante pour lui. En revanche, en se focalisant sur le résultat, en l'occurrence sur le cadeau fait à sa fille pour le mariage, sur la joie de cette dernière, sur le sentiment de satisfaction et de bonne conscience lié à l'accomplissement d'une promesse faite à sa femme, les magnifiques souvenirs pour toute la famille, les amis, les photos, etc., tout ceci aurait permis de dynamiser et d'amplifier et de maintenir sa motivation jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et c'est ainsi que nous avons décidé de travailler sur le résultat plutôt que sur le processus. Cette simple discussion avec mon client, pour réorienter son attention sur le résultat plutôt que sur les difficultés liées au processus de transformation, a suffi pour permettre à cet homme de retrouver sa motivation. En se réorientant sur le résultat, c'est-à-dire sur l'objectif à atteindre, plutôt que sur la liste des tâches ennuyeuses à réaliser, dès le lendemain, cet homme se mettait au travail. Vous l'aurez compris, notre motivation et nos efforts dépendent de l'orientation de notre attention, processus ou résultat. C'est à vous de décider sur lequel de ces deux objets vous allez laisser poser et s'attarder votre attention. Se focaliser sur le résultat ou se focaliser sur les bonnes raisons que vous avez d'agir est le meilleur moyen de déterminer jusqu'où ira votre motivation. Et donc, forcément, jusqu'où iront les efforts associés. Exercice. Déclenchez votre motivation pour passer à l'action. Choisissez une activité que vous devez faire, ou en tout cas que vous savez devoir faire, mais pour laquelle vous ne ressentez absolument aucune motivation. Par exemple, du rangement, tondre le gazon, ranger un débarras, faire le ménage, rattraper vos mails en retard, bref. Donnez une note de 1 à 10 correspondant à votre niveau de motivation. Absence de motivation correspondant à 0, maximum de motivation, bien sûr, à 10. Maintenant, réfléchissez à toutes les bonnes raisons que vous avez de réaliser la tâche en question. Entamez votre dialogue interne en l'orientant sur le résultat que vous obtiendrez en réalisant cette tâche. Ou en d'autres termes, orientez votre attention sur les bénéfices que vous tirerez de la réalisation de cette action. Tâchez de trouver au moins 3 raisons. Ensuite, projetez une image de vous, d'abord en train de réaliser la tâche, puis une fois que vous aurez fini de réaliser la tâche, visualisez-vous après la réalisation de cette tâche. Visualisez ce que vous ressentez ou ce que vous ressentirez une fois la tâche terminée. Tentez de réaliser cette visualisation au présent. La tâche est terminée et voilà comment vous vous sentez.
Maintenant, une fois cet exercice réalisé, repensez à la chose et donnez de nouveau une note à votre motivation. Et voyez l'écart qui existe entre les deux notes. Tirez-en vos propres conclusions. La motivation est également liée à deux autres piliers, la douleur et le plaisir. Créer et maintenir de la motivation consistera évidemment à réduire la douleur et à augmenter le plaisir. Les deux peuvent sembler étroitement liés ou aller de pair. Cependant, ce n'est pas le cas. En matière de motivation, augmenter le plaisir est bien plus efficace que réduire la douleur. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo grâce à un exercice.